Bonjour et bienvenue à tous qui êtes connectés. Je suis le docteur Pierre Gabache, adjoint à la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et chef du service des bonnes pratiques à l'autorité de santé. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter la réactualisation attendue des recommandations sur la prise en charge du diabète de type 2 chez l'adulte avec nos deux experts que je vais vous présenter. D'abord, le professeur ou la professeure Martine Duclos, qui est endocrinologue, médecin du sport, physiologiste au CHU de Clermont-Ferrand et membre du groupe de travail, et le docteur Thomas Pinto, médecin généraliste, assistant universitaire à la Sorbonne, exerçant à Livry-Gargan et membre du groupe de travail. J'en profite pour remercier nos deux intervenants, ainsi que tous les experts du groupe de travail pour leur engagement aux côtés de l'HAS dans ces travaux. Notre conférence va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, nous allons vous présenter les principes généraux de ces recommandations et aborder deux focus. La prise en charge non médicamenteuse avec les modifications des habitudes de vie et la prise en charge médicamenteuse avec les choix thérapeutiques en fonction du profil du patient. La seconde partie sera un temps d'échange en direct. À droite de votre écran, en haut, dans l'onglet Questions, vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la conférence. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Dernière précision, nous vous indiquerons dans l'onglet Les questions les liens utiles pour retrouver nos outils et vous recevrez dans les prochains jours le replay de ce webinaire avec la présentation. Alors, présentation générale, allons-y, diapositive suivante. Donc, la stratégie thérapeutique que l'HS du patient vivant avec diabète de type 2 que l'HS vient de publier est une actualisation des recommandations qui avaient été émises en 2013. Il y a eu une actualisation de recommandations avec l'intégration des thérapeutiques non médicamenteuses pour une prise en charge globale, puisqu'en 2013, il n'y avait que la stratégie médicamenteuse. La coordination avec le parcours de soins qui est en cours et qui devra être publié au troisième trimestre 2024 et la méthode qui est une méthode de fiche mémo avec analyse des recommandations et des travaux récents et meilleures études avec niveau de preuve. Diapositive suivante. Donc, cette recommandation concernait la population générale, mais aussi certaines populations particulières. La personne âgée de plus de 75 ans, les personnes avec une obésité, un IMC supérieur à 30, la personne présentant une maladie rénale chronique, la personne présentant une insuffisance cardiaque, une maladie cardiovasculaire avérée et chez la femme enceinte ou envisageant de l'être. Comme pour toute recommandation de l'HAS, cette recommandation a été élaborée avec deux groupes, un groupe de travail et un groupe de lecture qui fut composé de médecins généralistes, de médecins spécialistes endocrinologues nutritionnistes, de pharmaciens, d'infirmiers, infirmiers de pratique avancée, professionnels de l'activité physique adaptée, notamment les enseignants de la femme, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens, diététiciens, nutritionnistes, et cela concerne aussi les usagers des soins. Diapositive suivante. Donc la méthodologie, c'est la méthodologie de la fiche mémo avec un groupe de travail, que vous expliquez, où il y avait 22 experts. Il y a eu 7 réunions et un groupe de lecture où il y a eu entre 70 et 108 experts et le groupe de lecture a duré 6 semaines. On voit bien donc que la recommandation qui est élaborée, ça concerne plus d'une centaine de personnes. Ce n'est pas le docteur Pinto, Madame Duclos et moi-même qui avons élaboré tout seuls cette recommandation. Donc c'est un travail très collectif de l'ensemble des professionnels et des usagers. Voilà. Il y a une indépendance dans l'élaboration, c'est une valeur de l'HAS, et il y a eu une analyse de la prévention, de la gestion des conflits d'intérêts pour les membres du groupe de travail. Ils ont tous été analysés par le déontologue de l'HAS, qui est un magistrat indépendant. Et enfin, cette méthode d'analyse est conforme à la charte de l'expertise sanitaire. Diapositive suivante. Donc, les productions sont de 3 niveaux. Il y a eu le rapport d'élaboration, ce qu'on appelle l'argumentaire scientifique, qui est à l'origine donc de l'élaboration de recommandations avec un texte court. Et enfin, une fiche synthèse, une fiche outil, qui est la synthèse sur quelques pages de la recommandation de la autorité de santé. Diapositive suivante. Donc, au total, il y a eu 142 recommandations en 3 parties. Les recommandations essentielles au départ sur les généralités de la prise en charge. Ensuite, une deuxième partie sur la stratégie de prise en charge non médicamenteuse avec les modifications des habitudes de vie, avec la lutte contre la sédentarité, la promotion de l'activité physique et l'activité physique adaptée, la prise en charge nutritionnelle, l'éducation thérapeutique du patient. Et enfin, une troisième partie sur la stratégie de prise en charge médicamenteuse avec la généralité sur la prise en charge médicamenteuse
médicamenteuse, la mono- et bithérapie, la trithérapie et l'insulinothérapie. Je vais donc laisser la parole pour la deuxième partie à Madame Martine Duclos. Merci, docteur Gabac. Donc, le diabète de type 2 est une maladie chronique dont le pronostic s'est amélioré grâce à l'évolution thérapeutique et à une stratégie multicible. Donc, les objectifs du traitement sont de diminuer la mortalité en améliorant le contrôle glycémique, mais aussi en améliorant le contrôle tensionnel et le profil lipidique, et en prévenant, dépistant et en traitant les complications cardiovasculaires et rénales. Et l'autre objectif est d'améliorer la qualité de vie du patient. Diapo suivante. Les nouveautés des recommandations de la HAS dans la prise en charge des patients ayant un diabète de type 2 sont qu'il faut mettre en place dès le début une prise en charge non médicamenteuse qui va associer une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, et tout ceci associé à une éducation thérapeutique. Diapositive suivante. Cette modification ou ces modifications du mode de vie sont mises en place en première attention, sauf dans certaines situations particulières, par exemple lorsqu'il y a une hyperglycémie majeure au moment du diagnostic, ou si les patients sont à haut risque cardiovasculaire, ou dans les cas où il est vraiment très difficile de mettre en place une activité physique adaptée. Diapositive suivante. Alors, les effets de l'activité physique chez les patients ayant un diabète de type 2 sont bien démontrés. L'activité physique régulière va induire une diminution de la mortalité en permettant en fait une diminution du risque de complications, en particulier les complications cardiovasculaires et les autres complications dégénératives. Et in fine, cela permet une augmentation de la qualité de vie. Diapo suivante. Alors, comment faire quand j'ai un patient dans mon cabinet qui a un diabète de type 2 et pour lequel je veux prescrire une activité physique? Le premier élément, c'est de vérifier que le patient est motivé à l'activité physique. Il est clair que faire une prescription chez un patient qui n'a pas du tout aucune motivation pour l'activité physique n'est pas utile à ce stade. Ensuite, il faut évaluer le niveau d'activité physique et de sédentarité. La sédentarité, c'est le temps passé assis. Donc, ça évalue très rapidement. Rechercher le niveau de facteur de risque du patient. Rechercher d'éventuelles contre-indications, sachant qu'il y a très peu de contre-indications à la pratique de l'activité physique chez le patient, en tout cas peu de contre-indications absolues, et éventuellement des contre-indications relatives qui vont conduire à adapter la prescription d'activité physique. Vous pouvez vous aider de ce qui a été fait par l'HAS, donc le guide de consultation de prescription médicale d'activité physique à des fins de santé, enfin qui vous explique comment faire une consultation, et surtout en vous expliquant que la consultation n'est pas forcément une consultation longue, une fiche de synthèse pour les médecins sur les relations entre activité physique et diabète de type 2, et une fiche pour le patient qui a un diabète de type 2 pour lui expliquer les effets de l'activité physique. Diapo suivante. Une fois que cette consultation est faite, eh bien, le médecin va faire une prescription d'activité physique avec une ordonnance d'activité physique. Donc le patient, en fait, va être classé en 4 niveaux, c'est la classification HAS. Alors, soit il a une incapacité fonctionnelle, dans ces cas-là, il est directement adressé en MPR. Soit il est autonome et motivé, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème puisque c'est une pratique individuelle autonome. Et ensuite, il peut être classé dans les 2 autres niveaux. Diapo suivante. Soit c'est un patient qui a un diabète de type 2 et qui n'est absolument pas autonome pour pratiquer l'activité physique. Et c'est là qu'il va avoir besoin d'un programme d'activité physique adapté, individualisé, progressif, réalisé par un professionnel d'activité physique adaptée. Typiquement, ce sont les STAPS APA et les kinésithérapeutes. Et où vous pouvez trouver des STAPS APA, eh bien, renseignez-vous sur la maison Sport Santé qui est la plus proche de chez vous. Faites Google, maison Sport Santé, sachant que par définition, les maisons Sport Santé, c'est des portails d'entrée pour toute personne qui veut réaliser de l'activité physique. Et là, ils doivent être capables de vous dire où vous pouvez trouver des professionnels formés à l'activité physique adaptée. Et enfin, le troisième cas, c'est un patient qui n'est pas autonome, mais qui est un peu plus que celui d'avant, qui lui a besoin d'une activité physique adaptée, mais qui peut le faire en groupe. Et dans ces cas-là, il peut être adressé dans des associations de patients ou des clubs sportifs où il y a des professionnels formés à l'activité physique adaptée. Diapo suivante. Et donc,
La consultation pour une prescription individualisée d'activité physique adaptée chez un patient diabétique de type 2, premièrement, il faut donc informer le patient sur les bienfaits de l'activité physique adaptée, quels sont les effets pour lui. Il faut bien évaluer et développer la motivation du sujet, évaluer les capacités et les limites éventuelles du patient. Donc, c'est bien une consultation d'activité médicale dédiée, mais qui n'est pas forcément une consultation longue. Les examens complémentaires ne sont pas forcément nécessaires si le bilan des complications annuelles est fait. Il faut renseigner le patient sur les structures d'accueil pour l'activité physique adaptée. On fixe avec lui un objectif raisonnable et co-construit d'activité physique. Et enfin, on va s'intéresser, encourager le patient et le suivre. Diapositive suivante. L'activité physique adaptée peut être renouvelée, soit par le médecin, soit par le kiné une fois. Si la maladie, son évolution, l'état de santé général du patient ne lui permettent pas de passer à une pratique d'activité physique en autonomie, ou si la reprise ou la poursuite d'une activité physique adaptée permet une stabilisation ou une évolution favorable de la pathologie du patient. Diapositive suivante. Donc, d'un côté, il y a l'activité physique adaptée, à laquelle il faut associer une prise en charge nutritionnelle. Donc, c'est une alimentation équilibrée. Le poids est à surveiller systématiquement à chaque consultation. Et si le patient est en surpoids ou obèse, on peut envisager une perte de poids d'au moins 5% du poids par rapport au diagnostic. Cette perte de moins 5% permet une amélioration métabolique significative. Bien sûr, on fixe un objectif individualisé de perte de poids et adapté à chaque patient, en fonction de son âge, ses comorbidités, le contexte socio-économique, et qui tient compte bien entendu aussi des habitudes et des comportements alimentaires du patient. Diapo suivante. Et l'activité physique et l'éducation et l'alimentation sont faites dans le cadre de l'éducation thérapeutique, qui est vraiment une prise en charge éducative globale, dont l'objectif est de favoriser l'accès à une éducation structurée dès le diagnostic, personnalisée, et qui nécessite une équipe multidisciplinaire, de façon à ce que le patient acquiert des compétences d'autogestion de sa maladie, dont on vérifie qu'elles persistent au cours du suivi. Cette éducation thérapeutique, elle augmente la qualité de vie liée à la santé, elle augmente l'auto-efficacité, elle améliore l'équilibre glycémique, et surtout, elle va permettre de créer une alliance avec le patient et son équipe soignante, qui est fondamentale pour l'obtention de résultats. En fait, elle est complémentaire de la stratégie médicamenteuse, et elle permet en fait au patient vraiment d'être actif dans sa maladie. Diapo suivante. Donc en fait, en résumé, la prise en charge non médicamenteuse du patient ayant un diabète de type 2, elle associe alimentation et activité physique, mais les compétences sur ces deux comportements d'auto-soins sont acquis grâce à l'éducation thérapeutique. Je vous remercie. Merci Martine. Nous allons maintenant aborder le deuxième focus sur la prise en charge médicamenteuse, maintenant avec le docteur Thomas Pinto. À vous Thomas. Merci Pierre. Donc, je vais vous parler du traitement médicamenteux. Donc, pour rappel, les dernières recommandations dataient de 2013. Donc, je vais vous parler à la fois de ce qui reste de ces recommandations et des nouveautés. Donc, le traitement de première intention reste la metformine, en raison de son efficacité sur l'hémoglobine glyquée, de sa bonne tolérance et de son faible coût. Comme vous le savez, les effets indésirables de la metformine sont principalement digestifs, donc des douleurs abdominales, des diarrhées, des ballonnements. Donc l'instauration du traitement de manière progressive et sa prise au milieu de repas permet de limiter ces effets indésirables. Attention, il existe deux sels de metformine sur le marché. Donc la metformine chlorhydrate, celle qui est commercialisée sous le nom metformine ou glucophage, qui est dosée à 500, 850 ou 1000 mg. Et nous avons aussi la metformine ambonate, qui est commercialisée sous le nom Stagide, qui est dosée à 700 mg. Mais les équivalences en termes de metformine de base, en fait, les deux sels ne sont pas équivalents. Ainsi, il y a moins de metformine dans le Stagide 700 que dans la metformine 500. Ainsi, lorsque la metformine chlorhydrate est mal tolérée, avant d'abandonner totalement la metformine dans la stratégie thérapeutique, on peut envisager le passage à la metformine ambonate. Ensuite, il faut bien adapter la prescription à la fonction rénale, c'est très important. En dessous de 60 de clairance, c'est pas plus de 2 grammes. En dessous de 45, pas plus d'1 gramme. Et en dessous de 30, la metformine est formellement contre-indiquée. Diapo suivante. Donc, les objectifs glycémiques n'ont pas fait l'objet d'une réactualisation dans cette recommandation. Donc là, je vous remets les objectifs glycémiques de la recommandation de 2013. Donc, il faut bien
comprendre qu'il s'agit d'objectifs, c'est-à-dire de valeurs vers laquelle tendre. Mais au-delà de l'objectif, il convient de bien réfléchir au rapport bénéfice-risque de l'ajout d'une nouvelle molécule. Il y a deux écueils qu'il faut éviter, c'est l'empilement thérapeutique, l'escalade thérapeutique déraisonnable, et également l'inertie. Donc, l'approche globale, centrée patient, voir le patient et son ordonnance dans sa globalité, ça permet en général d'éviter ces deux écueils. Donc, pour rappeler les objectifs, donc c'est 6,5% pour un diabète nouvellement diagnostiqué dont l'espérance de vie est de plus de 15 ans, 7% pour la majorité des patients, 8% pour ceux qui ont déjà des complications majeures et 9% pour les plus fragiles, notamment les patients gravataires. Donc, au-delà de l'objectif glycémique, il convient de déterminer le statut cardiovasculaire et rénal des patients pour lui proposer une thérapeutique qui permet de réduire les événements cardiovasculaires, les événements rénaux, les événements rénaux et le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. En fait, dans cette recommandation, on introduit le principe de dépasser cette approche liée à l'HbA1c, c'est-à-dire de prendre en compte les effets cliniques propres de certaines molécules, en particulier les ISGLT2 et les analogues du GLP-1, sur justement leurs effets cliniques propres, donc la prévention des complications cardiovasculaires et rénales. Si le patient est insuffisant cardiaque, a une maladie cardiovasculaire avérée ou une maladie rénale chronique, il convient d'envisager une prescription d'ISGLT2. Si le patient a une maladie cardiovasculaire avérée, on peut également choisir les analogues du GLP-1. Et si le patient est obèse et qu'on a une nécessité d'aller plus loin dans la stratégie thérapeutique, on peut aussi envisager spécifiquement l'ajout d'analogues du GLP-1 dans cette indication. Donc, par exemple, si un patient clairement est insuffisant cardiaque sur une cardiopathie ischémique, donc il a la double indication, il est clair que l'ISGLT2 est indiqué si on veut recourir à une bithérapie. Et en réalité, ces molécules-là, il faut les envisager indépendamment de l'hémoglobine glyquée et indépendamment d'un traitement par metformine. De toute façon, actuellement, les ISGLT2 sont un traitement de l'insuffisance cardiaque, au-delà même du diabète, et un traitement de la maladie rénale chronique, au-delà même du diabète. Si le patient n'a pas de terrain particulier, mais que l'objectif, c'est d'équilibrer l'hémoglobine glyquée parce qu'on est loin de l'objectif et qu'on pense qu'une thérapeutique non médicamenteuse ne permettra pas d'atteindre l'objectif, il faut envisager les autres choix. Alors, dans l'ordre, le premier choix envisagé, c'est les inhibiteurs de la DPP4, parce qu'ils sont de prescription assez simple, plutôt bien tolérés, et sans effet indésirable gênant. Ensuite, les sulfamides hypoglycémiants, du fait du risque d'hypoglycémie et de la prise de poids, puis le répaglinide, puis la carbose, vraiment en dernière intention. Diapo suivante. Donc, sur ce schéma qui figure dans la recommandation, dans le mémo, on constate, donc il récapitule un petit peu toutes les molécules, on constate que seuls les ISGLT2 et les analogues du GLP-1 ont un bénéfice cardiovasculaire et rénal. Et c'est les deux seules molécules qui ont un effet bénéfique sur le poids, plus les agonistes du GLP-1, mais également les ISGLT2. On a rappelé sur ce schéma les effets indésirables gênants. Donc avec les ISGLT2, vu que ça induit une glycosurie, vous avez ce risque d'infection urinaire et génitale qui parfois, lorsque c'est trop récidivant et si des infections urinaires assez sévères peuvent nous conduire à arrêter définitivement les ISGLT2. Et puis, il y a aussi les effets indésirables, alors graves, dont c'est très difficile en réalité de savoir la fréquence, mais on sait que c'est très rare. Donc, l'acidose lactique avec la metformine, d'où l'importance de bien adapter la prescription à la fonction rénale. L'acidocétose euglycémique avec les ISGLT2, qui arrivent dans des situations très particulières. Et le risque de pancréatite avec les incrétinomimétiques, mais pareil, c'est un effet assez rare et qui est très difficile de quantifier. Donc, si on fait un petit focus sur les ISGLT2. Donc, pour comprendre les ISGLT2, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose, donc qui se trouve au niveau rénal, dont sa fonction, c'est de réabsorber le sodium et le glucose. Quand on met un ISGLT2, on empêche cette réabsorption, donc on entraîne une glycosurie, et on entraîne aussi une sécrétion urinaire de sodium.
D'où le bénéfice sur le plan cardiaque, sur le plan de l'insuffisance cardiaque, sur le plan tensionnel, et d'où le risque pour la glycosurie, d'infection urinaire et génitale, comme j'ai dit précédemment. On a 3 molécules sur le marché actuellement, donc l'empagliflozine et la dapagliflozine. L'empagliflozine, c'est celle qui a le plus fait ses preuves sur le plan de la cardioprotection en prévention cardiovasculaire secondaire, et la dapagliflozine sur le plan de la maladie rénale chronique. Ces 2 molécules ont des associations fixes avec la metformine qui facilitent leur prescription. Et puis, on a la canagliflozine qui vient d'être commercialisée, qui n'a pas d'association fixe avec la metformine. Ensuite, concernant les agonistes du récepteur au GLP-1, qui sont actuellement dans ceux qui sont commercialisés en France, tous injectables. Donc, vous avez les anciens qu'on prescrit beaucoup moins, qui étaient dérivés de l'exanthine 4, qui est un venin d'un reptile, donc les xénatides, et puis ceux qu'on utilise surtout actuellement, donc ceux qui sont proches du GLP-1 humain, donc ceux qui sont hebdomadaires, le sémaglutide et le dulaglutide. Donc chaque dosage, c'est un stylo différent, et le liraglutide qui est quotidien, qui lui en réalité est un seul stylo unique, et on tourne la molette pour choisir le dosage qui nous convient. Diapo suivante. Donc, les IDPP4. Donc, il faut comprendre que il ne faut pas les associer aux agonistes du GLP-1 parce que le mécanisme d'action, il est redondant. La DPP4, c'est l'enzyme qui dégrade le GLP-1. Donc, quand on inhibe l'enzyme qui dégrade le GLP-1, il y a plus de GLP-1. Dans les 3 IDPP4 qui sont commercialisés, celle qu'il faut privilégier, c'est la sitagliptine, car elle a prouvé sa sécurité cardiovasculaire. Elle a une prescription assez simple car il y a des associations fixes avec la metformine. Donc ensuite, il faut considérer les sulfamides hypoglycémiants. Donc il y en a 4 actuellement sur le marché. Vraiment le gros inconvénient, c'est quand même le risque d'hypoglycémie qu'on n'a pas avec les molécules précédentes. Donc il faut bien le prendre en compte. Et puis l'autre inconvénient, quand même, c'est la prise de poids. Donc il faut vraiment le considérer, les sulfamides hypoglycémiants, après tout le reste. Ensuite, il y a le répaglinide qui est un apparenté sulfamide qui a le même mécanisme d'action. C'est 2 molécules qui augmentent la sécrétion d'insuline. Et cette fois-ci, son avantage à le répaglinide, c'est qu'il est utilisable quelle que soit la fonction rénale. Donc, en cas d'insuffisance rénale sévère, on peut utiliser le répaglinide. Si la prise alimentaire est régulière, notamment chez les personnes âgées, vu que c'est une molécule qui a une courte demi-vie qu'on donne à chaque repas, ça peut être intéressant. D'autant plus si on ne veut pas et qu'on n'a pas la possibilité d'introduire de l'insuline rapide, ça peut être une alternative. Diapo suivante. Donc, au-delà d'une bithérapie, on peut associer toutes les molécules précédentes, sauf celles qui ont un mécanisme d'action redondant. Donc, on n'associe pas les agonistes du GLP-1 et les IDPP4, on n'associe pas les sulfamides hypoglycémiants avec le répaglinide. Et il faut vraiment une prise en charge qui fasse centrer patient. En fait, on est sur une maladie chronique, donc le patient doit être partenaire de sa prise en charge, on doit être dans des décisions médicales partagées. Faut imaginer par exemple que l'impact de l'injectable, même si pour nous ça nous paraît simple, que l'aiguille est petite et qu'elle fait 4 mm, pour le patient ça peut être source d'une vraie détresse de devoir s'injecter un traitement. Il faut le prendre en compte. Deuxième chose, si on introduit un sulfamide, ce sont des molécules qui sont bien sûr utiles, hein, notamment quand on a un gros écart glycémique initial. Si un patient, par exemple, est chauffeur poids lourd ou vraiment le risque d'hypoglycémie peut être embêtant dans une activité professionnelle, il faut penser à ne pas l'introduire. Ensuite, on réévalue chaque molécule. Donc, chaque molécule, chaque consultation, ça doit être le moment de réévaluer, notamment ensuite, une fois qu'on a réintroduit, ou en tous les cas, on a intensifié des mesures non médicamenteuses, est-ce que cette molécule est toujours utile ou pas? Et penser que l'intensification peut être transitoire. Typiquement, par exemple, moi j'ai un patient, 60 ans de ma patientèle, il est venu une première fois avec une mycose génitale très importante, donc je me suis dit, ce patient doit avoir du diabète, je fais mon dextro, il avait 3 grammes. Donc ce patient, évidemment, il avait un déséquilibre majeur au diagnostic, donc là, je n'ai pas attendu des mesures non médicamenteuses, j'ai introduit direct une bithérapie pour le traiter. Donc, une fois que le patient a eu sa bithérapie et qu'il a été finalement rééquilibré, puisqu'il est passé de 10% d'hémoglobine glyquée à 5,9 en 3 mois, grâce aux mesures non médicamenteuses qu'il a mis en place, c'est-à-dire il a eu un suivi diététique, il a perdu 11 kilos, il a mis en place de la marche et du renforcement musculaire,
Ce qui a permis, grâce à tout ça qui a été mis en place, à réduire progressivement le traitement jusqu'à l'arrêter. Et là, ce patient est à 1 an d'arrêt de son traitement médicamenteux, mais il a continué ses mesures non médicamenteuses et il est aujourd'hui toujours à 5,9% d'hémoglobine glyquée. Ce qui montre bien que l'intensification peut être transitoire, et même si on démarre tout de suite avec des mesures médicamenteuses, le non médicamenteux doit introduire tout au long de la prise en charge. Voilà. Merci Thomas et merci à vous tous. Nous allons maintenant vous laisser la parole pour cette partie. Alors, des questions arrivent sur le chat, c'est l'onglet, vous avez un bouton OQ1, donc n'hésitez pas à poser vos questions, les experts vous répondront. Alors, je vais commencer par une question qui n'est pas dans le chat qu'on a reçue, mais je pense que Thomas y a répondu, mais on va faire demander à Martine de bien confirmer ça. Est-ce que la pratique du sport peut-elle réduire ou supprimer les médicaments? Moi, j'ai que compris que oui, d'après ce que dit Thomas, mais on t'écoute, Martine. Mets ton micro. Alors, déjà, je modifierais le mot sport par activité physique régulière, hein, puisque le sport n'est qu'une composante de l'activité physique. Alors oui, l'activité physique peut améliorer la glycémie, euh, peut diminuer la quantité de médicaments, une fois que le diabète est bien équilibré. Et alors, guérir le diabète, ça peut marcher quand c'est vraiment un diabète qui vient d'être diagnostiqué, voilà, un diabète peu important qui vient juste d'être diagnostiqué. Là, on peut effectivement guérir ou en tout cas faire revenir à des glycémies normales. Et puis, si le patient reste physiquement actif, surveille son poids, en tout cas, on peut retarder la survenue d'un diabète. Si par contre, c'est effectivement un diabète majeur comme celui qu'a décrit le docteur Pinto. Bon, là, il a réussi à le stabiliser, ou en tout cas un diabète avec des complications majeures, une hypertension, une hypercholestérolémie, voire des complications macro et micro. Non, ça c'est clair que l'activité physique ne fera pas disparaître le diabète, mais en tout cas, elle équilibrera le diabète et elle permettra en fait, en tout cas, de diminuer les autres facteurs de risque. Donc, de toute façon, ce sera bénéfique pour le diabète. Très bien. Une question qu'on a reçue, mais dans le même ordre d'idée. À quel niveau d'hémoglobine glyquée doit-on stopper un traitement? C'est plutôt Thomas, non, qui va nous répondre ça. Bah, ça dépend, et peut-être justement pour compléter ce qu'a dit Martine, c'est effectivement si un patient, on prend le même patient dont j'ai donné l'exemple, si ce patient était insuffisant cardiaque et coronarien, évidemment qu'il y aurait un bénéfice à laisser les ISGLT2, donc il faut aussi réfléchir aux bénéfices cliniques au-delà de l'hémoglobine glyquée. Alors ensuite, à partir de quand on arrête, alors ça dépend de quelle molécule en réalité, c'est-à-dire qu'évidemment, si on est très en deçà de l'objectif avec des sulfamides hypoglycémiants, il faut absolument arrêter les sulfamides hypoglycémiants parce que ça veut dire qu'il y a très certainement des hypoglycémies. Ça, c'est une première chose. Après, si par exemple la glycémie et l'hémoglobine glyquée, je vais donner un chiffre comme ça, j'invente, il est à 5,9%, mais qu'on est sur un patient insuffisant cardiaque coronarien, il y aura toujours un bénéfice à laisser les ISGLT2 qui permettra de diminuer, que le patient soit hospitalisé pour une décompensation cardiaque et d'éviter que le patient refasse un événement et des nouveaux stents, par exemple. Merci. Une autre question pour vous, Thomas, aussi. Les inhibiteurs SGLT2 et les agonistes SGLT1 sont-ils mis indépendamment du niveau d'hémoglobine glyquée? Donc, vous pourrez expliquer la prescription, c'est la nouveauté de la recommandation, hein, de ces inhibiteurs GLT2 et agonistes. Bah, indépendamment, oui. Alors, évidemment, notamment les agonistes du GLP-1 font bien baisser l'hémoglobine glyquée, mais il faut comprendre que bah, ça diminue les complications, comme je viens de le dire. Le risque pour les ISGLT2, bah, ça permet de ralentir une maladie rénale chronique. Dès lors qu'on a une maladie rénale chronique, ça permet de limiter le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. C'est un traitement de l'insuffisance cardiaque et ça permet de réduire la morbimortalité cardiovasculaire. Mais bien évidemment, et alors pour la question sur les IDPP4, bah, disons que si bah, le patient n'a pas un terrain particulier, euh, bah, les IDPP4 restent envisageables si on n'a pas de complications ou on n'attend pas un bénéfice clinique euh, des autres molécules. D'accord. Autre question, combien de temps après l'introduction d'un traitement, je pense que c'est médicamenteux ou non médicamenteux, constate-t-on la baisse de l'hémoglobine glyquée? Alors c'est 3 mois. 3 mois. Bon, très clair. Donc ensuite,
quid le sujet âgé? Donc c'est tous les deux là. Est-ce qu'on peut, la personne âgée, on peut prescrire de l'activité physique? Je pense que oui. Et comment? Quelle est la spécificité? Et puis pour le traitement médicamenteux, comment ça se passe tous les deux, la personne âgée? Est-ce qu'il y a des spécificités là-dessus? Ah, pour l'activité physique, alors bien sûr, on prescrit de l'activité physique, hein, il n'y a pas d'âge pour démarrer de l'activité physique. Bien sûr, c'est une activité physique adaptée. Donc, on mesure la condition physique du patient. On met un professionnel. Pareil, hein, il y a les 4 niveaux. Soit il est autonome, soit il n'est pas autonome. S'il n'est pas autonome, c'est un professionnel de l'activité physique adaptée. Et la première chose que fait le professionnel, c'est qu'il évalue la condition physique, c'est-à-dire l'endurance et la force, simplement sur un test de marche de 6 minutes. Et la force, il mesure la force au minimum par la force de préhension de l'avant-bras. Et il apprécie son niveau d'activité physique, il mesure sa souplesse, etc. Et en fonction de ça, il aura un programme avec de l'endurance et du renforcement musculaire. Et ce qu'on rajoute chez les personnes âgées, c'est de la coordination et de l'équilibre pour limiter les chutes, qui peuvent être en plus aggravées par éventuellement une neuropathie périphérique. Donc voilà. Mais autrement, faut dire qu'on ait 30 ans ou qu'on ait 70 ans, on adapte à la personne, donc c'est complètement individualisé et adapté, et c'est toujours endurance et renforcement musculaire, et je vous dis, personne âgée, surtout on travaille beaucoup sur la coordination et sur l'équilibre. D'accord. Et Thomas, pour le traitement médicamenteux, puisqu'on a une spécificité, on a des populations spécifiques, ça fait partie, on vous écoute Thomas. Pour le traitement Oui, bien sûr. Alors déjà, ça dépend aussi un peu parce qu'il y a l'âge, on va dire, réel et puis il y a l'âge physiologique. Il est clair que, en tous les cas, chez les personnes âgées les plus fragiles, ce qui est clair, c'est que, par exemple, si je donne un exemple bête, mais un patient qui serait grabataire en EHPAD, alors évidemment, il faut le mobiliser le plus possible, mais en l'occurrence, on ne lui fait pas faire un régime, quoi. Enfin, on évite toute mesure nutritionnelle, et dans ces cas-là, évidemment, on va être plus sur une prise en charge médicamenteuse avec des objectifs beaucoup plus souples. On va éviter les molécules qui donnent des hypoglycémies, donc là, les sulfamides sont à bannir. Un patient qui serait pareil grabataire et fragile en EHPAD, on va éviter les analogues GLP-1 qui sont à risque de dénutrition et on va favoriser tout le reste. Oui. Une autre question aussi là sur l'insuffisance rénale. Donc, si on a un malade avec un débit de filtration inférieur à 60 millilitres par minute et est diabétique, est-ce qu'on introduit un inhibiteur GLT2 même si le diabète est équilibré avec les glucides glyqués dans la cible? Bah, il faut voir si réellement la baisse de la filtration glomérulaire est liée à une néphropathie diabétique. La question déjà, c'est est-ce qu'il y a une microalbuminurie? Est-ce que qui signerait justement une néphropathie avec une part glomérulaire, donc qui serait une néphropathie diabétique. Dans un premier temps, bien sûr, on introduit, là on parlait de l'hyperglycémie, mais on introduit aussi des bloqueurs du système rénine-angiotensin, donc des IEC, des ARA2. Mais dès le stade microalbuminurie, oui, on peut envisager tout de suite des ISGLT2 pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Très bien. Ensuite, une question aussi, alors ça c'est plus au Marty, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Il n'y a pas de. Alors comment trouver, tu as expliqué qu'il y avait les maisons sport santé, mais lorsqu'il n'existe pas de maisons sport santé, est-ce qu'on peut en créer? Comment ça se passe? Est-ce que tu as la réponse ou pas là-dessus? Je Ah ne sais oui, pas. non, c'est compliqué. Non, 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 il y a un dossier en. Alors, normalement, là, pour cette année, il était fixé un objectif de 500 médecins sport santé. La 500e a été créée. Donc, pour l'instant, il est possible qu'il y en ait d'autres à être créés l'année prochaine, mais je peux vous assurer que le dossier pour remplir, c'est un gros dossier de 48 pages. Où il faut prouver donc on est capable à la fois d'avoir des professionnels de l'activité physique adaptée, euh, donc de mettre des patients à l'activité physique adaptée, de prescrire de l'activité physique adaptée, de faire de la formation, des gens qui peuvent qui peuvent mettre de professionnels qui vont prendre en charge des patients, de mettre en place un réseau territorial. Enfin, il y a un cahier des charges qui est extrêmement lourd et des financements qui sont inversement proportionnels au cahier des charges, Très bien. c'est-à-dire infinitésimaux. C'est du vécu. Pour Thomas aussi, pour bien expliquer, est-ce qu'on peut associer sulfamide analogue GLP1 ou inhibiteur GLT2, ou est-ce qu'on peut associer analogue GLP1 inhibiteur GLT2 pour bien expliquer les associations de ces médicaments? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, on peut associer tout ça, hein. Les seules choses qu'on n'associe pas, c'est sulfamide répaglinide, IDPP4, analogue du GLP1. C'est pas formellement contre-indiqué, mais beaucoup le font. Mais c'est vrai que par exemple, bon, les associations sulfamide, insuline, faut peut-être éviter.
Mais en tout cas, toutes les autres molécules, il n'y a pas de difficulté à les associer. D'accord. Que faire si le patient préfère un ou des traitements médicamenteux parce qu'il n'est pas prêt à modifier ses habitudes de vie? C'est plutôt Martine. Il faut le convaincre médicaments plus activité physique, et modification des modes de vie en général, c'est plus efficace que les médicaments seuls. Et donc que chacun, l'intérêt de l'activité physique, c'est que ça agit c'est multi-cibles. Ça va agir aussi sur le cerveau, ça va agir sur l'os, ça va agir sur le foie, donc ça va agir sur plein de choses. Alors que bon, les médicaments aussi là, ça agit sur pas mal de cibles, mais sûrement beaucoup moins de cibles que l'activité physique. Donc non, il faut associer les deux. Alors après, l'objectif, c'est d'expliquer aux patients que l'activité physique, c'est pas le sport. Que c'est pas forcément se mettre sur un vélo derrière la télé pendant 30 minutes et pédaler alors que le patient déteste pédaler, ou marcher s'il déteste marcher. Il faut trouver des choses qu'il aime, et puis comme je le disais au début, on construit un objectif avec lui en fonction de d'où il part en termes d'activité physique. C'est clair que s'il fait 1000 pas par jour, on va pas lui fixer un objectif à 10 000 pas ou à 30 minutes, on commencera par 10 minutes. On sait qu'un tout petit peu, c'est déjà mieux que rien. Voilà, donc ça c'est à discuter, à expliquer avec le patient. Très bien. Il y a des questions, on pose des questions, des nouvelles recommandations qui arriveraient outre-Atlantique des États-Unis sur le changement de paradigme, un traitement de l'obésité plus fort et plus tôt, et un traitement du diabète en fonction des risques cardiovasculaires. Pour l'obésité, je vais en parler. Donc, on a fait des recommandations pour le traitement de l'obésité, la prise en charge et la prévention, hein, et le parcours de l'obésité. Et on recommande de le prendre en charge le plus tôt possible, hein, notamment avec l'activité physique, les modifications des habitudes de vie. Donc ça, la France le fait. Le problème, ça, c'est vous, Martine et Thomas, c'est la difficulté de mettre en place ces parcours de soins avec la non prise en charge par l'assurance maladie à l'acte de tous ces parcours, l'éducation thérapeutique, la diététique, la diététicienne, et ainsi de suite. Donc nous, les recommandations existent, hein, mais elles ont des difficultés à être mises en place. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, je confirme, et en particulier dans le cas de l'obésité, je veux dire, le problème de mettre un régime extrêmement restrictif, il y a deux choses. C'est que ils sont pas maintenus sur le long terme, donc en fait, il y a une perte de poids majeure. Mais dès qu'on arrête, parce que les patients, ils vont pas, c'est pas à 800 calories qu'on peut, allez, au mieux on le maintient les 2 mois, 3 mois, et puis après, on n'a pas de vie sociale, euh, on a des stimuli alimentaires en permanence dans la rue, à la radio, à la télé, dans les journaux, donc de toute façon, ce régime, on va pas extrêmement restrictif. Et en plus carencé, on va pas le maintenir longtemps. Donc de toute façon, les gens vont se remettre à manger, et il va y avoir une reprise de poids qui va être supérieure au poids qu'ils avaient avant. Donc ils vont faire le yo-yo, et donc in fine, en plus, ça augmente les troubles métaboliques et les risques cardiovasculaires. Donc le problème de l'obésité, c'est pas tant la perte de poids, c'est le maintien de la perte de poids sur le long terme. D'où il y a deux bons pronostics pour le maintien de la perte de poids. C'est de faire des régimes, donc justement des pertes de poids progressives, avec des régimes qui sont moyennement restrictifs, donc qui permettent une perte de poids progressive, et ce qui permet de maintenir ces modifications alimentaires sur le long terme. Et deuxièmement, l'activité physique, qui est le meilleur facteur prédictif du maintien de la perte de poids sur le long terme. Puisqu'en fait, quand on perd du poids, il y a de telles modifications physiologiques que le cerveau est informé, il reçoit de fausses informations, et les informations que reçoit le cerveau, c'est que le niveau de masse grasse, il est très très faible. Et donc, il faut absolument que le cerveau mette en route plein de mécanismes pour revenir à la masse grasse initiale. Alors que c'est complètement faux. Même si le sujet il passe d'un IMC de 45 à un IMC de 37, ce qui est déjà très bien, mais le cerveau, lui, reçoit des informations selon lesquelles l'IMC est à 22. Donc, et les mécanismes, c'est pas pour rien que les anciens obèses reprennent du poids. C'est pas seulement une question de volonté. Il y a des tas de mécanismes. C'est assez effarant. Donc, vraiment, le traitement, c'est d'abord la prévention. Et après, c'est vraiment une perte de poids qui est régulière, associée à un régime. Et puis maintenant, il y a aussi, dans le cas des obésités majeures, outre la chirurgie bariatrique, il y a aussi les médicaments, qui sont quand même une nouvelle perspective extrêmement intéressante.
Ensuite, une question, alors c'est un cas clinique, Thomas, je ne sais pas si on vous le pose. C'est un confrère qui nous pose une patiente diabétique non insulino-dépendante, bien équilibrée, trithérapie, metformine, IDDP4, isulfamide, hémoglobine glycée à 6,8, comorbidité avec une artériopathie, IMC 32, très préoccupé par son pas. Est-ce qu'il y a une indication à changer le traitement de switcher sulfamide avec GLP-2 ou agoniste GLP-1, voilà. Est-ce qu'on remplace donc le sulfamide par GLP-2 ou GLP-1? Alors, si j'ai bien suivi le cas clinique, donc il y a une trithérapie, metformine, DPP4, sulfamide, plus Ouais. de l'insuline, si j'ai bien compris. Non insulino-dépendant, c'est ça? Pas 6,8. Non, il n'y a pas Pas d'insuline. d'insuline, elle a 6,8% et un IMC à 32. Bah, tout dépend, hein, c'est-à-dire que si on veut limiter, s'il y a une volonté de perte de poids, effectivement, on peut très bien se dire que, bah, disons que les sulfamides, on va dire qu'ils sont à terme, il faut se dire que sur les ordonnances chroniques, si on le peut, il faut quand même les enlever. Enfin, c'est des traitements qui font un risque d'hypoglycémie, c'est quand même pas une mince affaire de risquer des hypoglycémies. Il faut quand même aussi imaginer que enlever un traitement qui donne potentiellement des hypoglycémies, ça va aussi avec enlever le fardeau d'avoir toujours un lecteur, d'avoir d'avoir le besoin en cas de problème d'avoir du sucre pour se resucrer. Enfin, c'est vrai que ça enlève quand même énormément de contraintes. Donc oui, remplacer les sulfamides par un du GLP-1 ou SGLT2 dans cette situation, elle me paraît totalement indiquée. Sachant que 6,8% pour un patient qui a déjà une complication, enfin, on peut se relâcher un petit peu. Donc oui, bien sûr. Merci, Thomas. Question pour vous aussi. Alors, de combien de pourcentage, si on peut répondre, de l'hémoglobine, enfin, de combien de pourcentage les glyphosines font baisser les hémoglobines glyquées? Ça, c'est en fonction de la... Bah, Ah c'est oui, variable de variable. globalement, on va dire 1%, quelque chose comme ça. Est-ce que dans la recommandation, on a abordé le point des ruptures de stock médicamenteux ou pas? Pose la question. Bah, Non? on les a pas abordés parce que finalement, au moment de l'écriture, il n'y avait pas forcément des ruptures. En tout cas, c'était D'accord. sur la Alors, fin. d'accord, mais moi j'ai l'information. Donc, on a été contacté par le ministère, la HAS avec la NSM, et on doit produire, en fonction des ruptures de stock, des réponses rapides pour aider les professionnels à switcher sur les médicaments pour lesquels il n'y a pas de rupture de stock médicamenteux. Et ça, donc, on fera au cas par cas et en fonction des demandes du ministère et de l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et la l'HAS sera impliquée, donc, en particulier mon service, pour l'élaboration de ces directives, ces conseils, ce n'est pas des recommandations, hein, c'est de réponses rapides là-dessus, sur le sujet. Voilà. Ensuite, alors je ne sais pas, enfin, que pensez-vous des dérives médicamenteuses existant aujourd'hui utilisant les produits pour le diabète plus perte de poids? Bon, on n'en pense que du mal, mais enfin, je laisse parler. Ah, c'est évident, bien sûr, mais ça c'était sûr, hein, à partir du moment où un médicament fait maigrir, alors que ce soit utilisé, attention, pour l'obésité, des sujets qui ont des IMC à 40, 41, des obésités morbides, et que ça puisse éviter la chirurgie bariatrique, moi je suis tout à fait pour, parce que la chirurgie bariatrique est quand même une chirurgie qui est dangereuse, qui induit une dénutrition, des malabsorptions, donc ça ok. Maintenant, que ces médicaments soient utilisés par des sujets qui ont des IMC à 25, 26, 27 pour être encore plus minces et dans cette course à l'image médiatique des personnes hyper minces, là, c'est vraiment une dérive, c'est une dérive, voilà, c'est une dérive inacceptable. D'autant plus que ça permet, ça grève encore les quantités de médicaments dont les malades ont besoin. Tout à fait, D'accord. d'autant plus qu'il existe des analogues du GLP-1 spécifiquement commercialisés pour l'obésité. Celui qui est disponible en pharmacie de ville, c'est le liraglutide, avec des dosages plus élevés que le liraglutide du diabète, mais qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça existe. Et à l'hôpital, il y a le sémaglutide, qui est la même molécule que celui qu'on donne dans le diabète, mais pareil, plus dosé, qui est disponible pour l'instant uniquement à l'hôpital. Donc, ces molécules dans l'obésité, elles existent. Donc, détourner des molécules commercialisées pour le diabète, c'est vrai qu'on n'en pense que du mal. D'accord. Une question. Voilà. Si on laisse les ISGLT2 avec une hémoglobine glyquée basse, doit-on obligatoirement laisser la mode formée? Je pense que c'est un cas de bithérapie, hein, voilà, car il n'y a pas d'AMM pour les ISGLT2 seuls.
Comment ça se passe quand il y a une Bah, bithérapie? non, non, c'est une vraie question, hein. C'est une vraie question parce que effectivement, en théorie, on n'est pas censé mettre dans le cadre du diabète des ISGLT2 en monothérapie. En tout cas, on peut, enfin, la recommandation le permet, mais Ouais. effectivement, il n'y a pas de remboursement en monothérapie. Euh, donc voilà, ça se discute après. Dans la De toute façon, en recommandation, tout cas, il n'y a pas de danger à, entre guillemets, avoir une hémoglobine glyquée basse sur une bithérapie ISGLT2 metformine, d'autant qu'aucun des deux traitements donne des hypoglycémies. Donc, c'est pas grave d'avoir une hémoglobine glyquée basse, de toute façon. d'accord. De toute façon, dans la recommandation, on a bien recommandé, nous, l'utilisation seule d'anagonistes GLP-1 et inhibiteurs de SGLT2, en sachant, et on souhaite bien sûr une révision de l'AMM pour qu'elle soit prise en charge dans ce cadre-là, en monothérapie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, alors, si prescription de subfamille d'hypoglycémie, y a-t-il systématiquement prescription de lecteur de glycémie? J'ai compris que les subfamilles d'hypoglycémie, il faut être évité maintenant. Donc, on a d'autres thérapeutiques plus faciles à utiliser. Mais parfois, effectivement, hein, typiquement, quand on a un diabète très déséquilibré au diagnostic, moi, ça m'arrive, même si effectivement, je les aime pas beaucoup pour les raisons que j'ai dites, d'en avoir besoin. Et effectivement, ça implique quand même de prescrire un lecteur et d'informer le patient, en tout cas de lui apprendre les mesures d'urgence en cas d'hypoglycémie. Alors, puis une autre question pour vous, Thomas, c'est pourquoi avoir réservé les ISGLT2 aux patients cardiaques ou atteints de maladie rénale? Comme autre choix de première intention, on propose les IDPP4 qui n'ont pas d'effet favorable sur le poids, contrairement au GLC2. Et que, pourquoi on a mis les IDPP4 en deuxième intention, quand même? C'est ça. Ah, on n'a pas formellement dit qu'il fallait absolument mettre des IDPP4 quand on est en deuxième intention et sans complications. C'est du rapport bénéfice-risque. Après, voilà, les ISGLT2 sont pas non plus dénués de risques, comme ces risques d'infection urinaire, d'infection génitale. Il y a beaucoup de patients, enfin, il y a quand même une part qui est non négligeable, qui vont mal les tolérer. Les IDPP4, c'est plus rare. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. D'accord. En fait, il y a une question que moi je vais répondre. Sur quelle base pouvons-nous évaluer? Alors, vous pouvez répondre aussi le niveau de risque cardiovasculaire au risque modéré. Il y a une recommandation qui est en cours actuellement à la HAS sur l'évaluation du risque cardiovasculaire qui devrait sortir fin d'année en prévention primaire et secondaire. Donc, vous aurez la réponse à ce moment-là, puisque la FREG, sur ce sujet-là, il n'y a pas de recommandation de la HAS, puisqu'on l'avait retiré il y a quelques années suite à des problèmes de lien d'intérêt. Voilà. Mais ça va arriver. Voilà. Ensuite, y a-t-il un niveau d'insuffisance rénale pour lequel les inhibiteurs GLT2 sont préconisés? C'est pour quel que soit le niveau d'insuffisance rénale. Bon, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a plus réellement de ce que, voilà, enfin, on peut l'introduire, même si la fonction rénale est déjà dégradée. Et encore une fois, en fait, dès lors que, en fait, il y a une insuffisance rénale qui est liée au diabète parce que on a objectivé la part glomérulaire parce que il y aurait une albuminurie. Bah, on peut introduire les ISGLT2, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas forcément attendre justement qu'il y ait une insuffisance rénale sévère avant d'introduire les ISGLT2. Il vaut mieux les introduire en amont, d'éviter enfin, le but, c'est quand même d'éviter que le patient ait une insuffisance rénale sévère, puis terminale, et qu'il nécessite une dialyse. D'accord. Alors, il y a une question là. Est-ce qu'on connaît l'impact des conditions climatiques sur le traitement non médicamenteux, la chaleur, le froid? Est-ce que ça intervient ou pas sur l'équilibre glycémique? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Non, je pense pas. Ça dépend de la façon dont les gens le froid peut faire éventuellement baisser la glycémie si vraiment il fait froid, parce que généralement on essaie de bouger un peu plus, mais enfin c'est pas typique. Et puis on n'est pas des régions où il y a des grandes variations, en tout cas de température vers le bas. La chaleur, non, le risque de la chaleur, surtout par rapport à la glycémie, c'est une déshydratation, quoi. Et donc, c'est un problème. En plus, il y a des problèmes rénaux, des problèmes d'hypertension. Voilà, le problème, il est plutôt là. D'accord. Il y a une question sur l'éducation thérapeutique. Alors, je vous laisse répondre. Est-ce qu'un programme d'éducation thérapeutique peut-il aboutir à lui seul à une déprescription des traitements médicamenteux?
Sur l'éducation thérapeutique, c'est à partir du moment, thérapeutique, on apprend au patient à être un autogestionnaire, acteur de ses propres soins. Donc, savoir gérer son activité physique, gérer son alimentation. Donc, ça veut dire qu'il va faire de l'activité physique. Au mieux, il va faire l'activité physique qu'il doit faire et bien gérer son alimentation. Mais pareil, c'est ce qu'on disait au début, ça dépend de la glycémie de laquelle il part. Si on vient juste de lui découvrir une glycémie à 1,28 à 2 reprises, qu'il n'a pas de comorbidité et un petit surpoids, oui. Mais si par contre on lui explique l'éducation thérapeutique mais qu'il ne suit pas l'activité physique ou qu'il ne suit pas la diététique ou qu'il a un IMC à 40, on lui découvre une glycémie à 3 grammes, non. Après, il y a d'autres questions. La pratique d'activité physique adaptée avec un kiné, par exemple, est-elle prise en charge et remboursement chez un patient devant diabétique? Je réponds non. L'activité physique n'est pas prise en charge chez un patient diabétique. Elle est actuellement prise en charge chez un malade cancéreux. Hein, c'est la loi de financement de cette année, mais pas pour le patient diabétique. Une question pour vous aussi, Martine. À l'absence de maison de sport santé, peut-on orienter les patients vers les dispositifs Prescrit Move? Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bien sûr, à tous les dispositifs sport santé. Il y a des dispositifs sport santé suivant les régions qui sont financés. Il y a une grande inégalité de régions. Il y a des ARS qui financent, il y a des ARS qui financent rien. Donc renseignez-vous justement dans votre région, dans les mairies éventuellement, auprès des DRAGES, des directions régionales sport santé, pour savoir si vous n'avez pas une maison sport santé, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif sport santé. Et il y en a qui sont financés effectivement par les ARS. Par exemple, typiquement, c'est ce qui se passe à Strasbourg. Là, c'est la ville de Strasbourg, mais aussi l'ARS de Strasbourg qui finance une grande partie donc de l'activité physique. C'est gratuit. Bon, voilà, mais c'est la seule grande ville pour laquelle c'est financé. Donc je vous dis, il y a des grandes variabilités d'une région à une autre. Donc renseignez-vous auprès de votre mairie, si vous n'avez pas de maison sport santé, mairie. Enfin, normalement, les maisons de sport santé, il y en a pratiquement dans toutes les villes, mais sinon les mairies ou les DRAGES, direction jeunesse et sport, il y en a dans tous les départements. Il y a pas mal de questions encore sur l'activité physique, Martine. Quels sont les obstacles courants, sans parler, courants à l'exercice? C'est-à-dire, quels sont les obstacles à la mise en œuvre de l'exercice, enfin, de l'activité physique chez les personnes atteintes de diabète? Comment vous arrivez à les motiver ou à changer Ah, leur modification d'habitude de vie? Parce que c'est ah des bah, gens qui sont sédentaires d'habitude, voilà. ouais. Bah, c'est d'abord leur expliquer les bénéfices, que ça va faire baisser la glycémie, baisser leur tension, baisser leur cholestérol, et puis qu'ils vont se sentir moins fatigués, qu'ils vont se sentir moins essoufflés, leur faire remarquer que là, effectivement, bah, ils ont bien remarqué que monter un étage, ils sont complètement essoufflés, ça leur fait mal aux jambes, qui sont fatigués. Et bah, si ça même si ça peut leur sembler paradoxal, bah, effectivement, l'activité physique régulière, ils vont se sentir moins fatigués, ils seront moins essoufflés, ils se rendront compte qu'ils peuvent monter au bout de 3 4 semaines un petit étage, ils pourront plus facilement porter les courses, monter la petite côte qui est devant chez eux, puis ils se trouveront moins fatigués, moins mal aux jambes, peut-être moins mal au dos aussi. Puis le médecin trouvera que la tension elle est peut-être un peu mieux équilibrée, sans besoin d'augmenter les médicaments. Et puis comme on va peut-être aussi, alors aussi ça c'est les éléments positifs. Et puis les éléments aussi qui peuvent être des barrières, les rassurer, c'est-à-dire ils ont peur aussi que ça augmente le risque de faire une maladie enfin de faire un infarctus, que ça va augmenter la tension artérielle, que ça va aggraver la neuropathie. Donc non, mais au contraire, les rassurer pour ça, leur dire aussi qu'ils sont pas tout seuls. Et puis effectivement, dans ces cas-là, parce que des fois c'est ça, ils sont complètement perdus. C'est quoi une intensité, une durée, de renforcement musculaire, de l'endurance? Ils pensent que c'est courir sur une piste. Voilà, c'est pas du tout ça. On leur demande de marcher. Voilà, donc les mettre dans les mains d'un professionnel qui va les prendre individuellement et va justement, le but c'est de les rendre autonomes et de leur montrer aussi, ce qui est souvent une grosse barrière, c'est qu'ils sont capables, quel que soit leur poids, leur âge, la durée de leur diabète, ils sont capables de progresser, de se mettre à marcher longtemps ou de faire du vélo, de gagner de la force musculaire, d'en trouver des bénéfices. Et puis l'autre élément, et qui est à mon avis probablement le plus important, c'est que l'activité physique, ben, ils vont pas la faire tout seuls et ils vont être avec d'autres malades. Et puis c'est un rôle socialisant qui est vraiment très important. Donc en fait, ils vont discuter avec d'autres malades. Alors d'abord de la maladie, se donner des petits trucs. Et puis après ça, comme généralement c'est assez sympa parce que les professionnels à pas sont des jeunes qui ont généralement un bon charisme. Et ben voilà, il y a une bonne ambiance.
Donc, des fois, ils se font des amis et ils vont faire aussi, ils se donnent rendez-vous pour aller marcher ensemble en dehors des cours. Et puis après, on fait un petit truc sympa ensemble, on va au cinéma, enfin, etc. Donc, le rôle socialisant, parce que la maladie, ça isole aussi, c'est bon, tous ces éléments. Donc, il faut d'abord que ce soit des éléments motivationnels qui viennent de la part du médecin, la pression artérielle, etc., la glycémie. Leur montrer que marcher 30 minutes, ils partent de 2 grammes et ils aboutissent à 1,10 g, c'est juste marcher 30 minutes. Puis deuxième chose, après, c'est les motivations, ce qu'on appelle intrinsèques, qui viennent d'eux-mêmes. Ils vont se rendre compte qu'ils sont moins essoufflés. Enfin, ils vont se rendre compte des modifications sur leur corps. Et donc là, ça va les motiver pour continuer. Et puis fixer des objectifs qui soient complètement réalisables et qui sont discutés avec le patient aussi. Pas leur dire 10 000 pas par jour, c'est complètement stupide, ça correspond à 2h30 par jour. Est-ce que vous pourriez expliquer, il y a des questions aussi, mais on a fait des fiches pratiques là-dessus, vraiment sur la prescription de l'activité physique, comment ça se prescrit, en fonction des patients. Ouais. Alors en fait, il y a des fiches simples, en fait, il y a des recommandations du ministère. Et en fait, le médecin, tout simplement, va marquer le nom du patient, son âge, son diabète. Il va marquer les limitations. Par exemple, il a une arthrose du genou modérée, il a une petite neuropathie, bon, il sent pas peut-être la plante du pied, mais autrement, il n'y a pas d'autres problèmes. Voilà, est-ce qu'il y a des limitations ou pas? Euh, la seule contre-indication absolue, c'est le mal perforant plantaire, hein. Le reste, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, si, les contre-indications absolues, c'est toute pathologie qui n'est pas stabilisée. Si on n'arrive pas à stabiliser la pression artérielle, s'il a des douleurs coronaires qui ne sont pas stabilisées, ok, on stabilise ça et après, bon. Mais autrement, voilà. Et puis le mal perforant plantaire. Bon. Mais une fois que tout ça s'est stabilisé, voilà, le médecin va juste marquer, bon, par exemple, il a fait une insuffisance coronarienne, le cardio dit il ne faut pas monter la fréquence cardiaque au-delà de 130 par minute. Ok. Voilà. Et puis après, il lui dit faire endurance. Il met endurance, renforcement musculaire, 3 fois par semaine, et c'est tout. Et après, il envoie un professionnel. Et après, c'est le professionnel, c'est lui, c'est le rôle du professionnel de voir en fonction du niveau des capacités, de la condition physique du patient, d'adapter ses séances d'activité physique, séance après séance, à la condition du patient, à la façon dont il répond aux séances et à la façon dont il va évoluer. Donc en fait, la prescription en elle-même, elle est très simple à faire, hein. Il n'y a pas besoin d'être formé comme un professionnel STAPS. D'accord, merci. On passe à toi maintenant. Il y a plusieurs questions sur les inhibiteurs GLT2, et notamment les complications, enfin, les problèmes de mycose et d'infection urinaire avec ces médicaments. Est-ce qu'il y en a un qui entraîne moins de mycose et d'infection urinaire? Et vraiment, si ça persiste, à quel moment on se décide d'arrêter ces médicaments? Est-ce que vous avez l'habitude de ce type de complications ou d'effets secondaires d'inhibiteurs GLT2? Comment Oui, les après, gérer? ça va dépendre de la gravité. Il est clair que, typiquement, j'ai en tête un patient, dès lors qu'on est sur des infections urinaires sévères, type infection urinaire masculine à répétition, où il y a quand même un risque de sepsis sévère. Dès le premier épisode, on peut déjà se poser la question de se dire est-ce que c'est le bon traitement? Et puis au bout de la deuxième prostatite, je pense que là, faut vraiment se poser sérieusement la question de les arrêter. Bon, si c'est des cystites peu fréquentes, bon déjà c'est très difficile, étant donné que la cystite est en elle-même une maladie fréquente chez la femme, de savoir si réellement l'ISGLT2 est responsable. Donc évidemment là on temporise, on attend. Pareil pour les mycogénitales, quoi. Si finalement elles sont rares, peu invalidantes. Et puis, comme on dit, c'est une discussion avec le patient. Finalement, il y a le cas des infections urinaires sévères, pyélonéphrite, infection urinaire masculine, et puis il y a le cas de toutes les infections bénignes. Et là, finalement, c'est de la décision partagée avec le patient. Si le patient n'en peut plus, évidemment, faut l'écouter et faut agir. Ensuite, une autre question, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi la place de l'insulinothérapie dans le traitement du diabète de type 2? À quel moment on met en route l'insulinothérapie? Dès lors que toutes les autres thérapeutiques associées n'ont pas permis d'atteindre l'objectif d'hémoglobine glyquée fixée, tout simplement, hein. Dès lors qu'on va avoir un écart important, je vais donner un exemple, hein. Si par exemple la patient est à 9% et qu'il a déjà un IVPK, de la metformine, un sulfamide, ou alors même un analogue du GLP-1, un ISGLT2, et qu'on est très loin de l'objectif, effectivement, là on va introduire de l'insuline D'accord. basale.
Très bien. Ensuite, une précision aussi sur l'arbre décisionnel pour bien comprendre. Chez un patient non équilibré sous metformine seul, sans aucun antécédent cardiovasculaire rénal, est-ce qu'il faut vraiment mettre en place une biothérapie, une bithérapie avec DDP4 ou avec une glyphosine? C'est-à-dire que s'il n'y a pas, on monte, c'est l'escalade thérapeutique, hein. La metformine ne suffit pas, et bien on en rajoute un deuxième, même s'il n'y a pas de complications cardiovasculaires, d'affection rénale, et lequel choisir? Bah, s'il n'y a pas de complications cardiovasculaires ou rénales, honnêtement, oui, les IDPP4 sont quand même de prescription assez simple, ils sont quand même bien tolérés. Alors certes, on n'a pas démontré qu'il y avait de bénéfices cliniques sur le long terme avec les IDPP4, donc j'entends effectivement la critique qu'on peut émettre sur cette classe thérapeutique qui finalement, on a juste démontré que ça baissait l'hémoglobine glyquée, on n'a pas démontré de bénéfices cardiovasculaires ou rénales. Néanmoins, bah, on sait que comme les complications, notamment ophtalmiques rétiniennes, sont elles quand même prévenues en diminuant l'hémoglobine glyquée. Donc, on peut se dire que les IDPP4 sont un traitement de choix. Alors après, c'est vrai que est-ce que c'est notre rôle d'aller là-dessus, mais il faut aussi voir. Alors typiquement, c'est du vécu, hein. Quand je fais une ordonnance et que je choisis de me dire quel traitement pour le diabète je vais mettre, que je vais rajouter un ISGLT2 quand il est bien sûr justifié, je vais le mettre. Maintenant du GLP1, à la fin sur mon logiciel, je vois le coût de l'ordonnance. Il est clair que le coût d'un ISGLT2 et d'un analogue du GLP1 versus les IDPV4 qui sont maintenant en plus génériqués récemment d'un sulfamide ou de la metformine, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que mettre un traitement très cher pour finalement prévenir sur un patient qui a peu de risques de complications, on peut aussi se poser la question. Merci. Je ne sais pas si vous répondre, on nous fait remarquer qu'il y a les infirmières azalées, notamment pour l'éducation thérapeutique, et donc ça peut être une grande aide pour ces malades. Donc là, et c'est pris en charge par la CNAM, donc financé par l'assurance maladie. Donc, Martine, sur l'expérience automate de ces infirmières azalées. Ah oui, moi j'ai l'expérience d'infirmière azalée, en tout cas pour l'activité physique. C'est vraiment, enfin, je veux dire, les médecins qui travaillent avec, c'est un plaisir, c'est une aide très importante parce que même si elles sont pas formées en APA, en tout cas elles jouent, peuvent donner beaucoup d'aide déjà pour faire l'évaluation, l'éducation thérapeutique à l'activité physique et aussi à l'alimentation, suivre les patients sur le plan, sur le plan de l'activité physique, éventuellement les orienter. Donc, oui, elles jouent un rôle majeur parce qu'elles ont la double casquette. Elles font le lien avec le médecin et le lien avec le patient en ayant souvent, ouais, effectivement, une grande sensibilité sur l'activité physique. Donc, c'est vraiment un lien médecin-patient qui est vraiment très, très bon. Bien. Dans le même, enfin, même ordre d'idée, on nous pose la question aussi pourquoi les consultations de diététique ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. Alors ça, on a déjà travaillé dans le parcours diabète. Nous, on a bien placé les diététiciennes avec le contenu de la consultation. Je pense que dans le parcours de diabète, donc je dis trompé d'obésité, diabète, nous, on recommande vraiment. Après, c'est l'assurance maladie, c'est pas nous qui décidons si elles sont prises en charge ou pas. Nous, vraiment, on les a bien recommandées. On a bien même précisé le contenu de la consultation de diététique. Donc, comme pour l'activité physique, je pense que la autorité de santé, on a fait le job, nous, pour la recommander, faire le contenu, voilà. Après, il y a la décision de la prendre en charge ou pas de ces prises en charge. Oui. Il y a une question aussi sur pour Thomas. Pourquoi, alors, est-ce que c'est vrai ça? Pourquoi relâche-t-on un peu l'objectif d'hémoglobine glyquée en cas d'apparition de complications au lieu de renforcer cet objectif? Est-ce que vous comprenez, toi, cette question? Oui, bien sûr. Bah, après, c'est finalement l'idée que c'est vrai que si on est vraiment très, très EBM centré, on n'a pas aujourd'hui démontré dans le diabète de type 2 que avoir un objectif très strict d'hémoglobine glyquée permettait de limiter les complications cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire. Donc, à partir de là, quand un patient a déjà des complications, il est clair que euh, le bénéfice de... Et puis en plus, quelqu'un qui a déjà des complications, il faut imaginer qu'il a déjà une ordonnance avec beaucoup de médicaments. Là, on parle que de l'hyperglycémie, il faut voir un peu l'ordonnance, sa globalité. Il faut imaginer que chaque empilement thérapeutique, chaque molécule qu'on rajoute, bah, on crée des interactions, on crée aussi la multiplication des effets indésirables potentiels.
Donc, il faut toujours se poser la question de est-ce que une escalade thérapeutique est vraiment indispensable. Après, bien sûr, si le patient est, par exemple, quelqu'un qui serait multistenté, mais qui serait à 8%, on pourrait se dire il a l'objectif, mais évidemment que s'il a 8%, indépendamment de l'hémoglobine glyquée, il y a un bénéfice à avoir un ISGLT2, donc on ira en dessous de 8%. Question aussi sur les agonistes de GLP1, inhibiteurs GLT2. Est-ce qu'ils sont en prescription initiale en médecine générale? Oui, tous les médicaments du diabète, que ça va de la metformine jusqu'à l'insuline rapide ou ultra rapide, enfin toutes les molécules sont de la prescription initiale en médecine générale. Ils sont tous actuellement, à l'époque, ils n'étaient pas au début, mais maintenant, ils sont tous en prescription initiale, possible par le médecin généraliste. Voilà. Alors, il y a toujours les scores à privilégier pour l'appréciation du risque cardiovasculaire, mais vous aurez la réponse, j'espère, en fin d'année par la l'HAS, puisque nous travaillons sur l'évaluation du risque cardiovasculaire. Attention, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a la question qui nous pose, quelles sont les indications exactes de la prescription d'un lecteur de glycémie dans le diabète de type 2? Est-ce que c'est possible pour les patients non insulino-dépendants? Je pense que le remboursement n'est pris que pour les insulino-dépendants. Je vous écoute. Oui, ça reste possible. Ce qui est limité quand il n'y a pas d'insuline, c'est le nombre de bandelettes et de lancettes qui est limité. Il y a une limite de remboursement quand il n'y a pas d'insuline. Après, c'est toujours la question aussi du rapport bénéfice-risque de mettre un lecteur. Parfois, chez certains patients, par exemple, qui n'auraient pas de sulfamide et qui sont pas à risque d'hypoglycémie, c'est toujours une discussion avec le patient. Parfois, à visée pédagogique pour voir l'impact des aliments sur leur glycémie, je peux être convaincu et me dire, bon, pourquoi pas. Parfois, au contraire, ça peut amener à de la psychose et à trop regarder. Chez certains patients, c'est pas bénéfique. Donc, c'est du cas par cas, mais après, ça reste remboursé chez tout le monde. Une question sur l'activité physique aussi, Martine. L'activité physique fait souvent monter l'hémoglobine glyquée en fin de séance. Est-ce qu'on a des conseils à donner à nos patients à cela? Est-ce que c'est vrai ou Non, pas? non, ça ne fait pas monter l'hémoglobine glyquée puisqu'il faut 2 mois pour faire varier l'hémoglobine glyquée. Donc ça, il n'y a aucun problème. Non, ce qui peut se passer, c'est qu'un exercice intense peut faire monter la glycémie en fin d'exercice. Un exercice d'endurance va la faire baisser. Si vous faites un exercice intense, type pédaler à toute vitesse ou faire un sprint, ou du renforcement musculaire, de la musculation mais dur avec des grosses charges, vous pouvez faire monter la glycémie. Mais c'est une hyperglycémie qui est très transitoire, qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, qui n'aura aucune conséquence sur l'équilibre glycémique à long terme, c'est-à-dire sur l'HbA1c, et qui va tout de suite revenir après à la normale. Parce qu'il y a une décharge de catécholamine qui est très importante, donc qui va en fait libérer la production hépatique de glucose et faire monter la glycémie. Mais voilà, c'est absolument pas inquiétant, c'est bien démontré. Et on a ça aussi chez c'est le sujet sain, sauf que lui ne sera pas en hyperglycémie. Mais voilà, c'est juste la glycémie, un effet purement transitoire de l'exercice intense ou contre-résistance élevée. Et c'est transitoire, sans effet. Même si vous faites ça tous les jours, ça n'a aucun effet sur l'HbA1c, puisqu'après ça va baisser. D'accord. Une question aussi, est-ce qu'il y a un impact du stress sur la glycémie? Ah, ça peut la faire monter. Ouais, Enfin, un bon stress bien chronique, mais ouais, un stress chez un diabétique, ça peut faire monter la glycémie, ouais. d'accord. Il y a une autre question, on parle de patients obèses 68 ans avec une hémoglobine glyquée à 6,8, avec règles hygiéno-diététiques. Est-ce qu'on introduit les analogues de GLP-1? C'est la discussion, traitement de l'obésité, d'un diabète qui est équilibré, voilà. Est-ce qu'on pour faire baisser le poids, c'est ça, on introduit les GLP-1? Oui, Bah, non? là, on serait dans une. De toute façon, pour l'instant, il y a pas de Ouais. remboursement. Et puis, bon, là, finalement, ça serait vraiment dans l'indication obésité. Euh, donc là, j'ai envie de dire plutôt non. Obésité, non, je te le dis parce que c'est. Alors, il manque l'IMC. La personne qui l'a posé la question n'a pas mis l'IMC. Donc, Ah, famille IMC. il faut voir l'IMC, ça, c'est important, hein. Nous, on l'a mis pour l'instant en troisième intention, les agonistes GLP-1 dans le traitement de l'obésité. Donc, c'est pas ni en première ni en deuxième intention en termes de recommandations. On attend les évaluations. Est-ce qu'il y a une place pour une quadrithérapie? Oui, oui, tout à fait, oui. Tout peut être associé. C'est toujours pareil, il faut réfléchir à chaque fois pourquoi on met telle molécule, quelle hémoglobine glyquée on vise. Est-ce qu'on est face à un patient chez qui on veut absolument éviter l'injectable parce que pour lui c'est inenvisageable. Tout est envisageable, bien sûr.
Ensuite, alors, je sais pas, je pose la question, que pensez-vous de la prise en charge des patients diabétiques par des naturopathes qui conseillent des compléments alimentaires Que du mal, que du mal, puisque là, nous proposons à la Haute Autorité de Santé une recommandation basée sur la littérature et les publications scientifiques, donc des méta-analyses qui sont la plus haute, qui sont au sommet de la pyramide du niveau de preuve, et nous n'avons absolument aucune étude qui montre que la naturopathie permet d'aider de quelconque façon aux patients ayant un diabète de type 2. Très bien. Et alors, quelles sont les indications de l'acarbose? Vous connaissez l'acarbose dans le traitement du diabète? C'est Très, pas des très, très recommandations. marginal, très marginal. Alors, le médicament existe, on l'a pas supprimé de la recommandation. C'est vrai que dans le diabète, ça reste très limité. Enfin, moi, j'en prescris jamais. Alors après, chirurgie bariatrique, quand on dépasse le diabète, dans les cas de dumping syndrome, ça peut être utilisé, mais bon, c'est un médicament quand même qui est un peu désuet. D'accord. Et la question, quand on pourra proposer à des pharmaciens informés d'adapter les unités d'insuline, notamment d'insuline, notamment dans des territoires où il n'y a pas de diabétologue, il y a quand même des médecins. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, l'adaptation des doses d'insuline par les pharmaciens formés, bien sûr? Pas. Bah, je vois pas le problème dans le sens où finalement, en tant que médecin, on forme les patients à adapter. Donc finalement, il n'y a aucune raison que le pharmacien n'adapte pas. Alors il y a deux choses, il y a adapter. Donc il y a la titration de l'insuline basale quand on introduit et qu'on augmente par exemple de 2 unités tous les 3 jours. Donc le pharmacien peut être une aide lors de la titration de l'insuline. Et puis de toute façon, c'est sur la prescription et il peut aider le patient. Bon, dans le cas des insulines rapides, c'est plus complexe, mais dès lors que de toute façon on donne la consigne au patient, il n'y a pas de raison que le pharmacien ne soit pas un partenaire de cette prise en Oui, charge. oui. Et puis, il faut demander des protocoles de coopération pour lesquels nous, la chaise, en général, on donne des avis favorables. Donc, ça peut se mettre en place avec des dispositifs qui sont pris en charge pour les pharmaciens. Ensuite, voilà, des recommandations de enfin, Diabéto suggèrent de généraliser la boucle hybride fermée aux patients de type 2, TT2 insulino-requérants. On n'a pas abordé la pompe à insuline chez les patients de type 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, c'est vrai que c'est pas tellement quelque chose qu'on a abordé dans la recommandation. Là, Non. on est sur enfin, une infinité de patients. Enfin, c'est quand même infiniment rare. En tout cas, moi, dans ma pratique, Ça, j'ai c'est aucun patient diabétique de type 2 sous Non, pompe à insuline. bon, bien sûr, ouais. Alors, un cas clinique aussi. Découverte d'un diabète type 2, je pense, sans complication. Mesure non médicamenteuse en première intention. Quel est le seuil d'hémoglobine glyquée pour débuter la metformine lors de la réévaluation? C'est-à-dire qu'on a l'objectif, sur l'objectif, on fait l'activité physique. Combien de temps, d'ailleurs, au bout de combien de temps de thérapeutique non médicamenteuse, on décide d'introduire des médicaments? Alors, Martine, Thomas. Bah, une fois de plus, ça dépend d'où il part, et puis de la glycémie et de l'HbA1c, des complications. Ben, en gros, 3 mois de 3 mois d'activité physique, la glycémie bouge pas. Enfin, je veux dire, imaginons, je sais pas quoi, qu'il n'ait pas une glycémie très élevée, qu'il parte mais je sais pas, on découvre à 1,50 g, mettons, 1,50 g. Pas de complications, donc on le met à l'activité physique. Il reste toujours à 1,50 g à jeun. Au bout de 3 mois, bon, voilà, on rajoute un traitement. D'accord. Oui, c'est que le patient donc Thomas, je oui. te. Oui, 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 oui. Après, c'est toujours pareil, ça se discute parce que finalement, bon, un patient, j'invente, on le découvre un diabète, parfois on découvre d'autres choses, on découvre un LDL très élevé, on découvre l'hypertension. Donc après, c'est vrai que on va souvent prioriser, enfin, déjà, enfin, on priorise la prise en charge tensionnelle, on priorise quand même la statine parce que mine de rien, on n'en parle pas, mais en fait, la prise en charge de l'hypertension et du LDL c'est hyper efficace pour diminuer le risque de complications macrovasculaires et ça va être la priorité. Donc évidemment, parfois on peut se dire on va pas peut-être introduire tout d'un coup, par exemple, et on va peut-être prioriser puis temporiser le traitement anti-hyperglycémiant, mais ça va dépendre effectivement de la situation. Mais D'accord. je pense qu'il est important de dire qu'effectivement,
On parle beaucoup de l'HbA1c, mais non seulement on vise l'HbA1c, mais on vise aussi une tension parfaite, et même en dessous des normes pour les diabétiques de type 2, et un LDL cholestérol aussi qui est bas, hein, parce que c'est bien d'avoir, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire des fois dire une HbA1c à 7,5 c'est bien, mais c'est HbA1c ok, mais LDL cholestérol bas et et tension artérielle basse, enfin sur les normes pour les diabétiques de type 2. Parce que si on a une HbA1c à 6,5%, mais une tension à 160, 100, ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, on a un risque cardiovasculaire majeur. Donc, D'accord. c'est vraiment les 3 paramètres. Une question un peu plus spécifique. Est-ce qu'il y a des médicaments antidiabétiques qui sont contre-indiqués chez un patient qui n'a qu'un seul rein? Non, parce que finalement, ça change rien. Ce qui compte, c'est le débit de filtration glomérulaire. Si un patient a qu'un rein, mais que le débit de filtration glomérulaire, en fait, on ne tient compte que du débit de filtration glomérulaire. S'il a qu'un rein, ça veut juste dire qu'il faut vraiment le préserver, donc avoir des mesures de néphroprotection optimales, viser une tension qui soit parfaite, mettre assez rapidement, dès le stade microalbuminurie, l'ensemble des thérapeutiques, les IEC, puis les ISGLT2 comme il faut. Voilà, on va le préserver, mais en tout cas, on ne regarde que le débit de filtration glomérulaire. D'accord. Une question aussi sur le coût moyen mensuel d'un patient diabétique de type 2, c'est moi qui vais répondre. C'est compliqué. Enfin, oui, il existe ce coût, hein. Enfin, entre un patient qui a juste de la metformine et un diabétique et dialysé, on voit bien que le coût mensuel n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment très variable, il y a une grande variabilité du coût du traitement du diabète en fonction des complications du diabète, c'est clair. Et donc, l'importance, c'est vraiment de le dépister assez tôt, mais ça, c'est dans le cadre du parcours qu'on le fera, hein, et prendre en route rapidement des thérapeutiques non médicamenteuses, médicamenteuses, pour éviter ces complications, d'abord pour le malade, après pour le coût pour la société qui est important, hein, c'est clair, hein. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je parlais du coût des ISGLT2, par exemple. Il est clair qu'un patient qui est stenté et qui a risque de faire un nouveau stent, évidemment que là, c'est un bel investissement de mettre un ISGLT2 parce que le prix d'une coronarographie, d'une hospitalisation, d'un stent, c'est incomparable. Donc, dès lors qu'on a un vrai enjeu, il faut bien sûr, c'est de l'investissement. Là, ensuite, et la question que de savoir sur le rythme des fréquences chez les spécialistes cardio-ophtalmo chez le malade diabétique. Quel est le rythme? On n'a pas changé, en tout cas, ça n'a pas fait l'objet de discussion dans la recommandation. Donc, ça reste comme avant. Alors, dans la recommandation, on disait ophtalmo tous les 1 à 2 ans, le cardiologue 1 fois par an. Mais en fait, et là, je pense que je n'imagine que dans la recommandation sur le risque cardiovasculaire, cela sera abordé sur la stratification du risque cardiovasculaire. Bon. Il y a toujours une question qui revient toujours sur le patient qui ne supporte pas la metformine sans facteur de risque. Quelle thérapeutique proposer? Mais nous, voilà, on recommande bien les IGST2 et les analogues LP1, mais pour l'instant, ils ne sont pas remboursés, ils n'ont pas la MM. Mais nous, on les recommande, hein, c'est clair. Et donc là, si on veut vraiment rester dans le remboursement, il faut passer à une bithérapie obligatoirement. Comment ça se passe? Bah, après, voilà, de toute façon, bah, la sécurité sociale pour pas, enfin la CPM pour pas, elle va regarder l'historique des remboursements. Alors effectivement, est-ce qu'il faut mettre une faible dose toujours de metformine sur l'ordonnance? Mais c'est vrai que, enfin, j'ai pas envie moi je n'en arrive pas là, hein, mais de dire on va mettre une petite dose de Stagide pour que la boîte soit délivrée, mais ne pas la prendre pour que ça rentre dans le remboursement, c'est vrai que ça paraît tellement absurde. Mais en tous les cas, on peut toujours essayer, parce qu'en général, c'est bien toléré de mettre un comprimé de Stagid 700 que le patient prend. Comme ça, on est dans les coûts du remboursement. Et c'est vrai qu'en général, c'est plutôt bien toléré. D'accord. Ensuite, les questions, là, se sont réduites. Il y a une question sur la valeur de microalbuminémie à considérer pour introduire les inhibiteurs GLT2. Est-ce qu'il y a une valeur à introduire de la fonction, d'atteinte de la fonction rénale ou pas? Ou c'est quelle que Concernant une soit la valeur? valeur, l'idée déjà, la priorité, c'est d'introduire des IEC, de mettre progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée pour réduire cette microalbuminurie. On peut considérer que dès lors qu'elle reste positive malgré un dosage d'IEC maximal, que ça vaut le coup de l'introduire. D'accord. Est-ce qu'il y a des associations d'antidiabétiques formellement contre-indiquées?
Bon, on peut associer tout ce qu'on veut. Sauf voilà, quand il y a des mécanismes d'action redondants, comme je l'ai dit, on ne met pas des analogues du GLP1 avec des IDPP4 et on ne met pas sulfamide et répagline. Est-ce que vous connaissez les indications exactes de la prescription d'un lecteur de glycémie dans le diabète de type 2? Bah, ça, je l'ai dit juste avant, on peut mettre potentiellement à tout le monde, ce qui est limité en termes de... c'est les bandelettes et les lancettes qui sont limitées dans le remboursement quand il n'y a pas d'insuline. Après, encore une fois, avoir un lecteur de glycémie chez certaines personnes, ça va être bénéfique. Chez d'autres personnes, au contraire, le fait de surveiller alors que, il n'y a pas d'impact. Si par exemple quelqu'un n'a pas de traitement hypoglycémiant, que par exemple il a juste de la metformine, dès lors que, quel que soit le chiffre, le patient, on ne va pas demander au patient de changer sa dose de metformine en fonction du chiffre, mais par contre on risque de lui donner cette mauvaise idée. Donc parfois il faut faire attention à l'impact de donner des informations chiffrées à un patient parce que en se disant mais qu'est-ce que le patient va faire de cette information? D'accord. Il y a une question aussi. Votre avis sur le développement des hémoglobines glyquées capillaires? Est-ce que vous avez l'habitude de ça? Bon. Bah, il y a deux choses. Il y a l'hémoglobine glyquée que le freestyle, mais on n'est pas en capillaire, enfin, établi, enfin, estime. Après, j'imagine que c'est des tests rapides en dehors d'un laboratoire. Donc, a priori, c'est pas des tests qui sont bien Non. étalonnés. Donc, de toute façon, il faut se baser sur des HbA1c plasmatiques, sanguines. Il y a toujours une question qui redemande aussi, c'est le malade. Alors, c'est compliqué comme réponse à donner. Malade diabétique de non insulino-dépendant, type 2, là, le rythme de surveillance de la glycémie, des l'hémoglobine glyquée, quel rythme? Hein? Bah, tout dépend, c'est-à-dire qu'on va dire que l'hémoglobine glyquée, quand on veut la réévaluer, on la réévalue tous les 3 mois. Il n'y a pas de raison d'ailleurs de surveiller la glycémie à jeun dans la majorité des cas. Bon, parfois, dans les rares cas, et c'est pareil, on peut se poser la question si on a un doute sur est-ce que l'hémoglobine glyquée est fiable parce que le patient aurait, j'en sais rien, moi, une drépanocytose ou que sais-je. La glycémie à jeun peut être pertinente, mais dans la majorité des cas, l'hémoglobine glyquée tous les 3 mois. Après, si le patient est ultra bien équilibré depuis des années, qu'il est à 6%, on peut quand même relâcher la surveillance et faire tous les 6 mois. Mais la glycémie à jeun, si le patient, enfin, soit le patient est sous insuline, et dans ces cas, il se surveille avec son lecteur, mais sinon, il n'y a pas de raison de surveiller la glycémie à jeun. Très bien. Je regarde si les questions. Non. Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a eu des modifications sur les recommandations nutritionnelles diabétiques de type 2 par rapport à 2013? Pas grand-chose, je crois. Pas fondamentalement dans Non. l'esprit. En tous les cas, vraiment, on parle de nutrition, pas de régime. Ça, c'est important. On n'est pas dans la restriction. On a bien insisté pour les personnes âgées, les plus fragiles, de surtout éviter justement cette restriction parce que ça peut être pas bénéfique. Voilà. Très bien. Une question, faut-il débuter la néphroprotection si le microalbuminurie normal et mes rapports albuminurie-créatinurie positifs? Ça, c'est précis comme question. Alors, de toute façon, on ne se base que sur le rapport. Alors, cette situation, parce que, enfin, de toute façon, on se base sur le rapport albuminurie sur créatinurie. Donc, si Créatinurie, c'est le rapport positif, bah, c'est qu'il y a une microalbuminurie, donc c'est qu'il faut débuter une néphroprotection. Très bien. Et je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. Merci beaucoup, hein. Je vous remercie. On avait été si nombreux à assister à cet webinaire. Nous sommes montés, je crois, jusqu'à plus de 600. Je ne veux pas dire j'ai redit le 680 ou 700 participants. Donc, le replay et la présentation seront disponibles dans les prochains jours sur le site de l'HS et vous recevrez une alerte par mail pour vous le signaler. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction qu'on va vous adresser. Toute l'équipe de la chaise vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre écoute et votre participation à ce webinaire. Merci. Merci. Merci.